Donc, on passe la parole à l'orateur suivant, qui est donc Georges Romero. Je crois qu'il est à distance. Donc, merci Georges d'intervenir donc sur les risques en établissement de santé, les chiffres clés, donc le risque cyber, les ressources humaines et le caractère médical, l'équipe médicale. Oui, bonjour à tous, bonjour, merci Monsieur le Président. Et vraiment, on est toujours ravis avec l'équipe de CHAM du groupe Reliance de venir faire ces présentations au sein de l'Académie nationale de chirurgie. Donc très rapidement, je me présente. Donc, je suis Georges Romero, je suis anesthésiste réanimateur et donc directeur Risk Management France et référent risque médical donc pour le groupe Reliance. Et effectivement, je vais vous parler des risques. Donc, c'est un complément de ce que vous a présenté Mélanie Autran. Ça va aller en complément. Donc, je vais vous présenter du coup mes deux parties d'affilée, comme ça nous permettra d'avoir plus de temps sur les questions et les réponses qui sont toujours riches d'enseignements. Donc, je vais vous parler effectivement une première présentation sur les chiffres clés et j'enchaînerai sur vraiment un exemple de barrière fondamentale au bloc opératoire qui est la checklist et quelle en est sa problématique aujourd'hui en lien avec ce qu'on peut avoir comme analyse de la donnée de cette sinistralité au sein du groupe. Donc, déjà, la première chose qui répond aussi à un certain nombre de questions, notre conviction fondamentale, c'est de passer d'assureur à risk manager. Ça, c'est un chemin qui a été fait par le groupe depuis quelques années et qui est en continuité et qui revient aussi à répondre à une remarque qui a été faite tout à l'heure sur l'assureur. Le risque assurantiel est un risque purement financier et en fait, on est passé au-delà de ça et le risque principal est évidemment le risque lié aux soins pour le patient, mais aussi le risque que la structure va prendre d'un point de vue réputation, d'un point de vue financier, de maintien de l'activité, parce que sa mission principale est quand même de soigner. Donc, le haut du chapeau reste quand même le patient. Pourquoi devenir risk manager? On en parle très souvent. Les premières communications autour de la notion d'erreur, de complications d'événements indésirables graves évitables date de plus de 20 ans avec cette magnifique communication en 1999 de l'Institut de médecine aux États-Unis qui montrait que l'erreur était humaine et qui avait donné un chiffre choc qui était de dire que l'équivalent des décès aux États-Unis évitables était équivalent à 3 jumbo jets qui se crashaient tous les 2 jours. Aujourd'hui, on sait que ces décès évitables aux États-Unis sont de l'ordre de 250 000. En France, il serait de l'ordre de 50 000 décès et d'environ 350 000 événements indésirables graves, dont la moitié serait totalement évitable. L'infection nosocomiale à elle seule représenterait 7 500 à 10 000 morts pour un taux de 50 à 80% évitable. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que seuls 20% de ces événements, la dernière étude de 2019 montre que c'est 17% des événements qui sont signalés en interne et moins de 1% sur le système de signalement national. Au sein de CHAM, on gère environ 6 000 sinistres, donc 6 000 réclamations, comme on l'a dit, par an, dont plus de la moitié concernent les plateaux techniques lourds. Vous voyez, en ça, déjà, ça résume en quelques lignes le pourquoi toutes les parties prenantes doivent se sentir concernées dans la maîtrise du risque, et on parle bien de risque lié aux patients. Donc, les chiffres clés, la première tendance à regarder, si on regarde l'évolution de l'indice de fréquence, qui est propre à notre groupe, mais qui permet de comparer l'évolution, c'est un peu plus de 20 dernières années, l'évolution de réclamation des patients au regard d'une constante pour que ça soit comparable en disant on a un même panier de clients, de personnes assurées. Donc, on voit qu'il y a une augmentation constante. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur les chiffres donc, de l'année 2021 qui sont quasiment calcables aux chiffres de l'année 2020? C'est que déjà, on a géré approximativement 9 000 réclamations, que ce soit établissements publics et privés, concernant les préjudices corporels ou matériels. Plus de la moitié concerne la chirurgie. On verra les chiffres un peu plus en détail, en considérant que l'obstétrique est à part, on a à peu près 52% en chirurgie et 5,5% en chirurgie. Et l'orthopédie est la spécialité la plus souvent mise en cause. 89% de ces dossiers sont gérés à l'amiable et 11% par voie judiciaire. Et comme l'a dit Mélanie, effectivement, selon les années, on a une moyenne d'environ de 20 à 30% des dossiers qui sont en responsabilité.
Donc, concernant les chiffres, hein, vous voyez la répartition du nombre de ces réclamations. Il y en a 6112 donc, qui concernent la partie corporelle. 92% mettent en cause la prise en charge médicale. Hein. Et vous voyez des pourcentages soit non exprimés ou non identifiables, concerner la vie hospitalière et puis les dispositifs médicaux et les produits de santé. Si on regarde du coup le type de grief, hein, comme l'a dit un peu Mélanie, on retrouve les mêmes données globalement avec l'acte de prise en charge, hein, donc le type de prise en charge, l'infection, donc qui est à 15% environ, les problématiques autour du diagnostic, 14%, les bris dentaires, ensuite les comportements, l'information. Vous voyez, on parlait quel est le pourcentage dans lequel le grief principal et le défaut d'information, vous voyez qu'il est que de 2%. Enfin, l'indication et des problématiques d'organisation. Si on fait un focus maintenant sur ces 92%, on voit que près de 52% concernent la chirurgie, 16% la médecine, 12% la médecine d'urgence. On a fait la différence entre la prise en charge non programmée, on va dire, en médecine et la médecine conventionnelle. Et enfin, l'obstétrique qui est de 5%. Ici, maintenant, on ouvre la fenêtre de la chirurgie. On voit que l'orthopédie et la chirurgie principalement mise en cause hein, par les patients dans le cas des réclamations, suivi de la chirurgie viscérale, l'anesthésie hein, au sein des plateaux techniques lourds, et enfin la neurochirurgie. Puis vous avez en dessous la suite des spécialités mises en cause parmi donc, les 52% de griefs d'origine chirurgicale. Donc, d'un point de vue management des risques, hein, donc gestion des risques, ce qui est intéressant, c'est de maintenant faire un focus sur l'analyse des causes hein, de ces événements. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a une analyse qui va être autour, une analyse juridique hein, sur les griefs, sur la défense du dossier, etc. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment que même dans les dossiers où il n'y a pas de mise en cause, il y a souvent des dysfonctionnements qui sont relatés. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir quelles sont ces principales causes dans l'ensemble des dossiers qui ont été analysés. Donc, on retrouve dans nos dossiers 4 causes principales et sont en ordre croissant. Donc, les problèmes d'organisation et de coordination, des problèmes de vérification, hein, d'où le petit focus sur la checklist que je vais faire juste après, des problématiques d'état de santé du patient, évidemment, hein, qui vont aggraver ou non le risque de survenue d'un incident et défaut de communication. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve 3 de ces 4 causes dans une grande majorité des dossiers, entre 60 à 80% des cas. Si on fait une petite comparaison avec une étude assez récente, hein, qui est le rapport d'activité des organismes agréés d'accréditation sur approximativement 7000 événements de mémoire, on retrouve globalement 4 causes principales qui sont à peu près les mêmes, hein, communication, état de santé du patient, compétences, qualifications, que nous, on n'a pas, et l'organisation. Si on fait un focus sur le défaut de communication, en fait, c'est un des points clés au sein de la chirurgie, hein, au bloc opératoire, les défauts de communication. Hein, c'est clairement un moment de rupture ou de perte de fluidité dans le processus de soins. Ça va être notamment dans les échanges de transmission entre les professionnels ou entre professionnels avec le patient, au moment des changements d'équipe, dans les transferts de patients, soit entre unités et transferts de patients vers un autre établissement. Et on retrouve la problématique de la communication avec une variable qui va de 40% à 80% des causes dans la littérature. Et ce qui est intéressant à avoir en tête, hein, on a parlé un petit peu aussi tout à l'heure dans les questions, dans les remarques, hein, de la problématique de l'enseignement. C'est quelque chose que je rabâche depuis un certain nombre d'années. Ce qui est intéressant, c'est que la communication au sein des professionnels de santé dont on fait partie, bien sûr, on n'a aucune formation, on a à peine une sensibilisation sur cette problématique-là et malheureusement, on l'apprend un peu dans la douleur parfois et dans la difficulté. C'est vrai que c'est un des points clés, encore une fois, en tant qu'assureur, entre autres, mais aussi en tant qu'enseignant, d'apporter un point de sécurisation sur cette partie-là.